Alors, bonjour à toutes, bienvenue à cette conférence. Avant de démarrer, j'ai une petite confidence à vous faire. Cette conférence, c'est la première fois que je la fais, donc c'est bien, le syndrome de l'imposteur, c'est bien invité. C'est un bon exercice pour moi. Alors, j'ai mis du temps à me mettre dans la tâche d'écrire cette conférence. J'ai beaucoup procrastiné. Voilà. Une deuxième chose que je peux vous confier, c'est qu'hier, en répétant cette conférence, j'avais deux voix à l'intérieur de moi qui se battaient en duel. L'une qui me disait, en fait, c'est super ce salon, tu vas pouvoir rencontrer des femmes à qui tu vas pouvoir transmettre. Et en même temps, j'avais une autre voix qui me disait, ça va faire un flop, tu vas pas les intéresser. Bienvenue dans le monde de l'imposteur. Ce monde de pensée où s'entrechoquent des combats. Enfin, il y a vraiment un désordre, en fait, quand on est en victime de l'imposteur. On est vraiment sous son influence. Alors, oser prendre sa place, c'est un thème qui m'habite énormément. J'ai moi-même vécu plusieurs reconversions professionnelles. Et c'est vraiment derrière, moi j'ai beaucoup de plaisir à accompagner les personnes sur cette question un peu existentielle. Donc c'est le cœur, on va dire, de ma place un peu aussi. J'ai construit cette conférence. Alors, ce qui m'a permis de reprendre le pilote dans l'avion quand j'étais un peu dans le désordre hier, ça a été de poser l'intention que cette conférence, eh bien, j'allais vous l'offrir en me basant sur mon vécu, voilà, en distillant des informations théoriques pour que vous ayez aussi des repères, parce que c'est une thématique qui a été largement étudiée par des psychologues notamment. Voilà, donc je vous offre cette conférence qui sera authentique, je l'espère. Et puis, je me suis donné l'autorisation qu'elle soit imparfaite, en me disant que j'allais aussi vous utiliser. Enfin, vous allez m'apporter votre aide peut-être pour l'améliorer, cette conférence. Voilà. Alors, cette conférence, je l'ai bâtie en 3 actes. Il y aura 3 tableaux qui retracent un peu ma vie avec cet imposteur. Un premier acte où il a été vraiment un ennemi. J'ai été dans un combat voilà, de corps à corps. Et un deuxième acte où en fait j'ai compris son langage, et le troisième acte, ça va être celui où j'ai enfin accepté que c'était plutôt un allié et qui distillait plutôt des choses positives. Okay. Alors, on y va. Pas du tout dans ce sens-là. Acte 1, là, oui, j'ai connu le syndrome de l'imposteur, ou en tout cas l'influence de l'imposteur dans ma vie à 3 moments charnières, qui sont vraiment les 3 périodes où on est les périodes un peu sensibles. Alors, la première période, ça va être le jour où on m'a donné une promotion. Voilà, j'ai pris un poste, on est venu vers moi, on m'a donné la responsabilité d'une équipe dans une grande entreprise. Et là, j'ai vraiment externalisé la réussite en me disant, en fait, je suis jeune, j'ai 30 ans, il fallait une fille, c'est la chance, et puis ça m'a poursuivi assez longtemps. Deuxième moment, ça a été le moment où j'ai repris des études pour passer un concours à l'université. Et là, je me suis mise à me comparer avec les étudiantes et je trouvais ça difficile. Enfin, je me disais, je n'aurai jamais ce concours. En fait. Troisième moment un peu charnière où j'ai un peu dansé avec cet imposteur, c'était le moment où j'ai commencé ma vie professionnelle comme coach pour accompagner. Ça faisait 2 semaines que j'étais certifiée et je me mettais à accompagner des personnes. Et là, je me disais, en fait, voilà, est-ce que je suis la bonne personne? Est-ce que je suis capable de faire ce métier? Donc, c'est vraiment les 3 périodes, vraiment, où le syndrome, enfin, l'imposteur va aimer venir s'inviter. C'est vraiment les moments de promotion, prise de poste, les moments de reprise d'études et les moments où on reprend l'expérience professionnelle qui est peut-être très éloignée de celle qu'on avait connue avant. Donc, et ça c'est au-delà des étiquettes qu'on se colle ou des étiquettes qu'on nous a collées. Alors, ça a été étudié d'abord, ce syndrome de l'imposteur, sur la population des femmes qui s'épanouissaient au travail. Et il a été démontré que 70% de la population tendrait à douter un jour ou l'autre, ne serait-ce qu'une seule fois, de la légitimité de son statut, de sa position actuelle. Alors ça, c'est parti des femmes, et puis ça a été étendu en fait à la population entière, quelle que soit l'expérience, le niveau de confiance ou le secteur d'activité. Donc c'est quand même quelque chose qui va toucher probablement beaucoup de personnes d'entre nous, hommes et femmes. Il a quand même été démontré que c'était plutôt
les femmes qui étaient compétentes, qui étaient touchées par ce syndrome. Alors, ce syndrome de l'imposteur, il est, alors encore une fois, ça a été étudié par deux psychologues, Susan Clems et Madame Himes, qui ont essayé de caractériser en fait ce syndrome. Donc, le syndrome, c'est le sentiment persistant de tromper. C'est ce qu'on appelle se sentir fraudeur. Il y a aussi une question d'attribution. On va plutôt s'attribuer dans ces moments-là de fragilité plutôt les erreurs, enfin plutôt les échecs, et on va plutôt externaliser, j'ai utilisé le mot là tout à l'heure, les succès. On va trouver des raisons de voilà, c'est pas vraiment notre succès à nous, quoi. Et il y a aussi une peur un peu qui est permanente, qui est la peur, pardon, d'être démasqué. Ça, c'est vraiment les trois grandes caractéristiques. Et peut-être que vous les reconnaissez, d'ailleurs. Je vous parle peut-être. Je lis quand même ce qu'ont écrit ces deux psychologues dans leur livre « Le phénomène de l'imposteur chez les femmes ultra performantes, malgré leur diplôme, les honneurs, leur haut niveau de réussite à des examens, les éloges et la reconnaissance de leurs collègues et de leurs supérieurs, elles n'ont pas le sentiment intime, personnel, c'est vraiment personnel et invisible, d'avoir réussi. Elles se considèrent comme des imposteurs. » Alors, avant d'en arriver là, en fait, moi, j'ai fait un contresens. Longtemps, j'ai pensé que parce que je ressentais les effets de l'imposteur, donc sous forme d'anxiété, sous forme de stress, enfin, chacun va avoir un peu ses signes ou somatiques ou psychologiques, j'ai longtemps cru que parce que je ressentais ça, c'est parce que j'étais pas légitime. Ça, c'est vraiment un contresens qui m'a vraiment amené à être assez immobile, à ne pas faire les choses. Parce que le danger, en fait, quand on est au proie à cet imposteur, c'est de ne rien faire, de ne pas avancer. Jusqu'au moment où je comprenne qu'en fait, c'est dans ces périodes-là où j'étais en croissance, où j'étais en prise de risque, où je prenais des responsabilités, où j'osais, en fait. Et que ces effets, c'était juste une information, c'était normal et légitime même de le ressentir. Donc, l'imposteur ne me disait pas « t'es nul », mais tu es en train de grandir. Et je prends peut-être la comparaison, ça m'est venu hier, avec l'adolescence. Période où on est en pleine croissance identitaire, où on va un peu vers son identité. Et c'est une période en même temps de fragilité, qui nécessite dans ces périodes-là d'être réconforté, d'être validé aussi. On a besoin de validation beaucoup. Je fais vraiment le parallèle avec cette période de transition où on est fragile, et des moments, et on a besoin aussi d'attention particulière. Donc l'imposteur, en fait, quand il nous parle, c'est aussi de l'information pour nous. Après, je parlerai du langage. J'ai moins développé après. Ce n'est pas un signe d'incompétence, c'est vraiment le signe que vous grandissez. Alors, comment se manifeste concrètement l'imposteur? C'est l'idée presque de personnifier. Moi, c'est ce qui m'a aidé aussi à prendre de la distance et à dialoguer. Alors, il va nous amener dans des stratégies donc de « je travaille trop ». Je travaille trop jusqu'à me rendre presque invisible. C'est le travailler trop forcené qui presque m'anesthésie, qui va me faire oublier que j'ai quand même des choses à faire, presque. C'est la peur de ne pas en faire assez. La perfection qui va être incessante dans ces moments-là, où on va renforcer ce « je ne dois pas faire d'erreur », et qui nous rend même encore plus vulnérables parce qu'on peut en faire en plus dans ces moments-là. Donc c'est derrière la peur du jugement, vous reconnaissez derrière cette peur masquée. Procrastination, c'est « je reporte au lendemain », comme ça je reporte aussi presque la visibilité de mon travail, personne ne verra que je ne sais pas bien faire mon travail ou pas assez bien. Derrière cette procrastination, c'est le danger que d'autres prennent la place. Ça crée un vide et d'autres peuvent venir, c'est du temps qui quand même s'écoule. Les compliments rejetés. Alors moi, je suis très là-dedans. Je sens que c'est un axe toujours pour moi à travailler, c'est-à-dire je vais repousser des compliments. Ça, c'est la peur de recevoir, c'est qu'est-ce que je vais faire de ça, voilà. Et en même temps, on va voir que c'est absolument nécessaire aussi pour progresser. L'opinion tue. Alors ça, c'est j'ose pas donner mes opinions. Je vais pas, parce que j'ai peur de me tromper. Donc là, je vais me taire. Mais ça, on sait que ça alimente un sentiment de non-légitimité.
C'est le cercle vicieux là. Et impressionner un mentor. Alors ça aussi, je le retrouve moi dans les 3 périodes, enfin, j'ai eu plus de périodes de transition que celle annoncée, mais ça a été d'aller chercher un mentor, plutôt quelqu'un que j'admirais, qui allait venir valider en fait ce que je savais faire. Donc ça, c'est aussi un comportement peut-être que vous reconnaissez. À vous de vous situer aussi par rapport à ces stratégies. Il y en a peut-être d'autres que vous reconnaissez aussi dans vos vies. Et c'est intéressant de voir sur laquelle, des fois, on est la plus vulnérable. Hein, au moins, on sait contre quoi on se bat. Alors, la stratégie de l'imposteur, c'est nous amener à ça. Donc, c'est ça qui nous épuise. Hein, c'est ça qui nous rend anxieux et pas très bien. Donc, c'est aussi de bien le démasquer, ça. L'imposteur, donc, c'est pas seulement une pensée, hein, ce sont des comportements. Ça se traduit en comportement et de les accepter, de jouer le jeu de ça, en fait, ça maintient. Ça maintient cette emprise quelque part. Acte 2, le signal. Donc là, le signal, ça a été quand j'ai pris mes fonctions de coach, j'étais à nouveau en proie à toutes ces questions de peur de ne pas être à la hauteur, de ne pas savoir faire, de ne pas rendre des services, de ne pas amener grand-chose. Et puis, donc, j'avais vraiment peur d'être humiliée, moi. C'était ça. Et puis, j'ai compris après que j'étais aussi en conflit d'identité. C'est-à-dire que je quittais un travail, je n'avais pas vraiment nourri mon sentiment d'efficacité personnelle, je n'avais pas un niveau de confiance très élevé, et j'avais envie d'aller vers ce métier de l'accompagnement. Donc j'ai beaucoup négocié avec moi, et j'ai compris après que j'étais vraiment pris entre 2 feux, entre la personne que j'étais et la personne que je voulais devenir. Enfin, la jonction n'était pas, en plus, très lisible, et j'avais peur qu'on ne me comprenne pas. Donc je suis restée beaucoup dans ce bras de mer à négocier avec moi-même. Alors, je vous partage un piège dans lequel je suis tombée, hein, peut-être que vous le reconnaissez aussi, qui est un piège terrible, qui est celui de la comparaison. En fait, dans ces moments de transition, vous avez même maintenant compris qu'on était en fragilité, puisqu'on est en croissance, on est en déséquilibre, on apprend. Donc l'apprentissage, c'est typiquement le moment du déséquilibre. Un des pièges, c'est ça, c'est ce piège de penser. Alors, c'est ce piège qui, en plus, c'est un piège terrible parce qu'on va se comparer avec les meilleurs, généralement. On va se comparer avec ceux qui sont déjà assez avancés par rapport à nous dans cette transition, qui ont plutôt un niveau de confiance élevé, qui ont plutôt des expériences déjà prouvées. Et donc voilà, et là, c'est cuit, en fait. C'est cuit pour nous parce que ça nous renvoie le message qu'on n'est pas assez. On sait qu'il faut travailler dur et on se remet dans les stratégies pour y arriver. Donc ça nous rentre, encore une fois, ça nous remet dans notre coquille et ça nous met encore dans l'inaction. La seule comparaison qui est valable, voilà, moi j'en suis vraiment arrivée à cette conclusion, c'est par rapport à vous. C'est le chemin que vous avez parcouru. C'est quand vous regardez derrière dans le rétroviseur, c'est de voir toutes les étapes par lesquelles vous êtes passé, ce que vous avez appris, ce que vous savez faire maintenant, que vous ne saviez pas faire il y a quelques années, et de vérifier que vous êtes bien sur le chemin de vos valeurs, hein, et d'identité que vous avez envie d'avoir dans ce monde. Il n'y a que ça, en fait. Donc, c'est vraiment un travail aussi de relecture de vie, là, qui est important à faire. Je vous partage un message d'un mentor. Alors, un mentor, c'était vraiment un entrepreneur qui était peut-être plus avancé que moi et qui avait donc un peu plus de sagesse par rapport à l'imposteur et qui m'a dit un jour, et ça m'a bien libérée, donc vraiment je vous le partage, il m'a dit un jour, tu sais, il y aura toujours une personne qui aura besoin de ta compétence, pas de toi, donc il faut défusionner aussi la compétence qu'on a, qui on est, parce qu'on a tendance quand même à tout fusionner aussi. Quelqu'un aura toujours besoin de ta compétence à un instant T, à la valeur que tu proposes. Hein, tu rendras toujours un service à quelqu'un. Alors, je ne sais pas ce que ça vous fait comme effet d'entendre ça, mais moi, ça a vraiment m'a donné presque la permission d'y aller, avec ce que je savais faire. Et ça a été vraiment au début de ma vie professionnelle, de coach, là, un élément très, très structurant pour moi de l'entendre de l'extérieur. Parce que
j'avais plus à encore prouver, à encore faire. J'avais quand même déjà un peu derrière moi un peu de chemin quand même. Et ben oui, je pouvais offrir ce que j'avais. Je sortais quand même d'une école et en fait, j'avais plus qu'à appliquer. Donc c'était à moi de décider et à oser y aller avec ce que je savais, quoi. Donc vraiment, ça m'a beaucoup aidé. Alors, tout ça, ça nous parle de quoi en fait, hein, finalement, toutes ces périodes de transition qu'on prend, qu'on choisit de prendre quand même, hein, c'est quand même nous qui sommes dans la voiture. L'imposteur, il parle de ce mouvement, ce mouvement de l'enfant qui veut grandir aussi, hein, de l'enfant qui veut aller vers ses désirs, de l'enfant libre, hein, tant qu'à faire aussi, qui nous pousse vers la personne qu'on veut devenir. Et ça, se mettre dans la peau d'un enfant, je trouve que moi ça a tout changé pour moi. C'est la preuve qu'il y a une vitalité en nous, voilà, qu'il y a de la vie, on n'est pas mort, que les thermostats ne sont pas bloqués et qu'il y a l'envie de vivre. Hein. Après, on va en parler de cette bonne distance avec l'imposteur. Mais en tout cas, le fait qu'il y ait ces mouvements intérieurs, c'est bien qu'il y a de la vie. En fait. Donc l'imposteur parle de ce mouvement. L'imposteur, alors c'est là où on est toujours dans la phase où ça y est, je décode un peu mieux, moi, enfin, je partage un petit peu les percussions de ce langage que j'ai un peu compris, de cet imposteur. C'est un formidable coup de pied, en fait. C'est lui hein, parce que derrière l'imposteur sont des peurs. Hein, voilà, c'est beaucoup de peurs, qu'elles reposent sur des vraies expériences ou qu'elles reposent sur des peurs existentielles qu'on ne maîtrise pas d'ailleurs toujours là-dessus. Voilà, on n'a pas toujours la main sur ces peurs. Mais cet imposteur, il nous pousse en fait à gagner une légitimité et à agir, comme je le disais tout à l'heure, en lien avec nos valeurs. Hein, c'est vraiment un élan naturel. Enfin, c'est quelque chose qui est naturel. Moi, je sais que chercher ma place, je cherchais ma place sans bien me connaître, mais j'étais animée par l'élan de me bouger, en fait, hein, d'aller vers du mieux et de trouver ma place. J'avais envie de vous dire autre chose là-dessus. Je reprends par contre mes notes. Oui, il nous renvoie vraiment à cette décision. Où je reste figée, où vraiment je bouge, où je prends en fait ce risque d'y aller malgré la peur. Hein, c'est vraiment ça derrière l'idée. Donc c'est la fin de l'acte 1 qui dit l'imposteur n'est pas un frein, mais c'est plutôt le signe d'un mouvement. Alors, maintenant, comment l'apprivoiser? Proposition de boîte à outils. Et là, je vais revenir un petit peu. C'est comment je peux aussi gagner du terrain ou le faire reculer. En fait. La boîte à outils pour le mettre à distance, pas pour l'effacer, puisque voilà, il est là et il a aussi ses bons conseils, mais ça va être plutôt comment je le mets à distance, en fait, et comment je communique. C'est vraiment rentrer en dialogue, moi, qui m'a permis, en fait, d'être cet imposteur sans qu'il vienne me mettre dans l'immobilisme. Ça va être déjà de nommer. Hein. En pratique narrative, on dit que quand on a un problème, on essaie de l'externaliser, c'est-à-dire on va le personnifier. Donc déjà, en l'intérieur de vous, vous pouvez lui donner un nom, en fait, cet imposteur, hein, pour le rendre externe à vous, parce qu'il ne vous règle pas, il est juste en cohabitation avec vous. Donc le nommer, c'est déjà aussi le mettre à l'extérieur. Il y a dans le but de le démasquer aussi, dire que, bon, ça y est, je te reconnais. Le pourquoi. Alors, mettre un mot sur le pourquoi. Je vous ai dit tout à l'heure, moi, mon désir ce matin, c'était le désir de vous transmettre, de vous donner de l'énergie et de vous pousser à trouver vos propres solutions. C'est vraiment revisiter son why. Pourquoi je fais ça maintenant? Hein, on va dire, voilà. C'est le why identitaire, mais qu'est-ce qui, moi, m'anime vraiment là, dans cette transition? Qu'est-ce que je veux atteindre? Voilà. On peut parler de mission, on peut parler d'intention. Travailler sur son désir d'enfant libre, hein, c'est vraiment ça. Séparer les faits des sentiments. On dit bien que quand on est dans le désordre cognitif, on va avoir des sentiments qui vont vite arriver.
Et c'est vraiment tenter de séparer les faits objectifs, enfin de votre production, en fait, de la production de vos compétences, avec les sentiments qui vous habitent à ce moment-là. Et ça, c'est important aussi, parce que généralement, tout ça, c'est entremêlé. Internaliser, c'est réussir, c'est-à-dire, là, les faire siennes, de manière objective, là aussi. Alors, une manière d'internaliser, ça va être, alors pour certains, ça peut être d'écrire, pour d'autres, ça va être de partager ses réussites aussi. C'est aussi peut-être accepter de les célébrer, ces réussites, ou au moins à trouver des pairs avec qui vous allez pouvoir en parler. Ça, c'est très important. Et je sais que ça, moi, ça m'a beaucoup aidé. On parle aussi pour l'écriture de journal de succès. Hein. Identifier ses peurs, alors ça, c'est vraiment les regarder en face au moment où on est dans ces zones de fragilité, se dire, mais en fait, de quoi j'ai vraiment peur. Et c'est vraiment de les nommer et de les écrire, sachant qu'elles changent en permanence, ces peurs, hein, en fonction des cycles, en fonction des situations, c'est pas toujours les mêmes. Donc il y a cette vigilance aussi à nommer les peurs. Et là, je vous dis, je vous partage une phrase qui, moi, m'habite souvent, c'est le perfectionnisme naît de la peur, l'excellence vient du cœur. C'est vraiment l'idée de descendre du mental au cœur, un peu comme ce que je vous disais ce matin, il y a 20 minutes. C'est vraiment essayer de calmer ce système nerveux et de revenir, de descendre contre le du cœur. Alors, se comparer de manière juste, bon, ben, ça, c'est pas écrit, mais ça me paraît évident. Il y a cette découverte des talents et des forces. Alors, moi, ça m'a beaucoup aidé, personnellement, de travailler sur moi. Il n'y a pas un seul jour où je ne repense pas à ce que j'ai découvert de mes forces, de mon fonctionnement et de ce qui faisait mon énergie, mes réussites au sens, ce qui me motivait. C'est ma boussole. C'est vraiment, j'y pense tous les jours. Identifier sa zone de flow, c'est ça. Hein, c'est identifier à quel moment je suis dans une expérience optimale de concentration avec les compétences qui sont les plus fortes et les plus singulières chez moi. Et puis en parler aussi, quand même. C'est aussi peut-être pourquoi vous êtes là ce matin, mais en tout cas, aborder le sujet, ne pas mettre ça dans un tiroir, ça c'est sûr. Et puis, dans les pratiques narratives, on dit aussi qu'on peut lui écrire. Moi, je fais écrire à certaines des personnes que j'accompagne, je leur fais écrire. Je leur dis, voilà, maintenant, vous connaissez votre imposteur, vous savez nommer, vous avez réussi peut-être à lui donner un nom. Je vous encourage à écrire une lettre à cet imposteur en lui disant, voilà, je t'ai démasqué, j'ai bien vu tes petits manèges, tes stratégies, dans quel contexte tu étais le plus actif. Et maintenant, je te propose qu'on prenne une nouvelle relation ensemble, un nouveau départ. Et voilà comment je te propose qu'on travaille ensemble. Et c'est à vous de donner la distance que vous avez envie de lui donner, enfin le rôle en fait, que vous voulez lui donner. Et ça, c'est assez puissant. En plus, si vous le faites, vous lisez à quelqu'un qui peut être témoin de votre engagement. Parce que derrière, il y a quand même un vrai engagement. Hein, c'est aussi se dire, ok, je prends l'engagement aussi de cette nouvelle relation. Ce que je n'ai pas dit tout à l'heure, c'est qu'il y a vraiment des moments aussi, il y a des contextes très favorables aussi à ce que cet imposteur s'invite chez nous. Ça va être des contextes de transition, comme ça vous l'avez compris, des contextes aussi où il peut y avoir beaucoup de pression, de compétitivité, hein, il y a beaucoup de compétition, des contextes où il y a pas mal de pression sociale, hein, des normes, voilà. Moi j'ai encore une personne la dernière fois qui m'a dit, en fait, non, je ne veux pas prendre de responsabilité parce qu'autour de moi j'ai que des exemples de responsables autoritaires. Et moi je ne veux pas être ce responsable autoritaire. Je veux être quelqu'un d'empathique, d'amusant, qui collabore, qui coopère. Donc elle s'interdisait depuis des années à prendre des responsabilités, parce qu'elle était entourée de stéréotypes. Donc là, l'idée, c'est d'aller déconstruire ces stéréotypes et d'aller voir d'autres modèles. Donc il y a quand même des contextes où ce syndrome peut... j'ai beaucoup aussi des gens qui se rendent compte qu'ils sont dans des contextes d'entreprise qui prônent beaucoup de travail, on travaille dur, on se donne pas la permission d'être un peu en remise en question à un moment, enfin voilà. Et il n'y a pas d'espace en fait, il n'y a pas d'espace. Et donc ça fait le lit en plus à cet imposteur. Exercice flash, rapide, on n'a plus que 5 minutes. Là c'est vraiment vous par rapport à vous-même, petite introspection,
c'est vraiment fermer les yeux si vous avez envie, mais c'est pas obligé. C'est vous dire quel talent moi je me reconnais. En fait, quelque chose qui est vraiment différenciant parce qu'on vous l'a dit. Ah, on est venu vous voir pour ça. Ou alors vous le reconnaissez vous-même parce que vous savez que ça vous donne de l'énergie quand vous engagez ce talent-là ou cette force-là. Ça peut être aussi une valeur que vous reconnaissez et qui est très guidante pour vous. Voilà. Vous la faites vôtre et puis il y a peut-être une couleur qui vous vient quand vous y pensez, ça c'est très PNL, et vous vous laissez vraiment envahir par cette couleur. C'est vraiment une activité ressource qui peut aussi faire descendre le mental plus vers le corps et qui donne beaucoup d'énergie. C'est un peu le kit de survie quand vraiment vous sentez que la jauge elle est pleine avec l'imposteur. Alors, je termine par cette phrase. Ce n'est pas parce que les choses sont difficiles que nous n'osons pas, c'est parce que nous n'osons pas que ce soit difficile. C'est un stoïcien qui dit ça. Il y a aussi, je vous partage l'effet de Dunning-Kruger, je ne sais pas si vous le connaissez. Hein, c'est un biais qui est très fréquent aussi et qui parle d'un excès de confiance en soi. Hein, les scientifiques ont démontré que les personnes qui avaient le moins de compétences avaient souvent tendance à surestimer leurs compétences. Et les personnes qui avaient le plus de compétences avaient tendance à sous-estimer leurs compétences. Donc il y a bien derrière aussi le sujet de l'estime de soi, hein, qui fait aussi partie des facteurs et des contextes internes cette fois-ci et plus externes à nous, et qui peut jouer, qui peut faire aussi un très bel habitat pour cet imposteur quand on a comme ça on va dire une jauge de légitimité qui n'est pas très élevée, ou un sentiment d'illégitimité très très fort à la base. Alors pourquoi, comment, je ne sais pas toujours, mais en tout cas c'est là. Et puis cette estime de soi où on a tendance à survaloriser l'autre et à nous dévaloriser. C'est vraiment l'idée du déséquilibre en fait, qui est aussi qui peut être un facteur. Et là, c'est pour vous dire aussi, oser prendre sa place, ce n'est pas attendre que la peur disparaisse. Alors ça, c'est vraiment un mythe de penser qu'un jour, on sera débarrassé de cette peur. Non, la peur, elle nous dit toujours, bouge-toi, avance, ne reste pas là. Une petite phrase que j'aime beaucoup aussi placer, je vous la partage, de Spinoza, qui dit, il n'y a pas de désir sans peur, il n'y a pas de peur sans désir. C'est vraiment, pour chacune d'entre nous, prendre conscience que la mise en tension de ces deux polarités, le désir et la peur, c'est ce qui crée le mouvement. En fait. C'est comme en électricité. Hein, ça bouge parce qu'il y a bien deux polarités. Donc c'est aussi comment nous, on danse en fait avec ce désir d'enfant libre et cette peur peut-être qui nous parle d'une lucidité, d'un principe de réalité et d'une conscience dans ce monde en fait. Et qui fait des personnes, qui font de nous des personnes qui nous remettons en cause et qui avançons. Voilà, c'est là-dessus que j'avais envie de terminer. Bon, merci.